Bonjour à tous, bienvenue pour ce séminaire qui va porter sur les projections de population. Donc, je suis Éric Lesage, un directeur régional de l'INSEE en Bretagne. Alors, c'est connu, l'INSEE produit de nombreux indicateurs statistiques portant sur la démographie. Donc, par exemple, chaque mois, l'INSEE diffuse des statistiques sur les naissances par département. Deux autres grands rendez-vous dans l'année pour l'INSEE, c'est la diffusion des populations légales, donc c'est le comptage des populations par commune, et également un bilan démographique assez complet en début d'année, portant sur l'année précédente. Alors dans ces études et ces publications, c'est l'occasion pour l'INSEE d'analyser les évolutions en matière de natalité, de mortalité, et également de migration. Donc les migrations, ce sont les déplacements des habitants, des changements de résidence. Donc, ça peut être entre la France et l'étranger, mais également entre les départements ou les communes. Alors, toutes ces études sont importantes et permettent d'avoir une bonne compréhension des phénomènes passés en matière de démographie. Mais bien sûr, il y a également une préoccupation et un intérêt pour un petit peu anticiper ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Et ça, c'est particulièrement important pour les décideurs politiques et également économiques pour pouvoir prévoir les besoins en termes de services et d'équipements. Donc l'INSEE, depuis un certain nombre d'années, propose des projections pour pouvoir alimenter ces réflexions sur les évolutions des besoins des habitants. Alors ces besoins peuvent concerner les logements, par exemple les besoins pour anticiper la fabrication de logements, pour les besoins également en termes de lycées. Ça peut être des préoccupations par rapport à la disponibilité de populations actives sur certaines régions et départements. Alors, pour faire ça, il y a besoin de deux éléments. Alors, le premier élément, c'est déjà de bien connaître la démographie, parce qu'il y a un certain nombre d'hypothèses à formuler concernant l'avenir en matière de natalité, de fécondité, également sur les taux de mortalité, et puis les migrations. Donc ça, l'INSEE, connaissant le présent et le passé, c'est des éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Et puis, un deuxième élément, c'est un élément statistique, mathématique, de pouvoir calculer, projeter un petit peu les évolutions de population. Et pour ça, l'INSEE dispose, alors je pense depuis 30 ans maintenant, d'un outil qu'on appelle ONFAL, qui sera présenté lors du séminaire aujourd'hui, pour pouvoir, à partir de ces hypothèses, faire différents scénarios d'évolution des populations. Alors, en plus de cet outil, qui est utile, qui peut être mobilisé chaque année, l'INSEE, sur un cycle à peu près de 5 ans, propose ses propres scénarios, donc réinitialise son outil en s'appuyant sur des nouveaux jeux d'hypothèses. Et c'est ce qui va vous être présenté aujourd'hui au niveau des projections pour la France entière et également pour les projections qui sont réalisées pour la Bretagne. Alors, vous allez voir, l'exercice qui est proposé ici va sur une période, porte sur un horizon assez long, puisqu'on regarde l'évolution de la population jusqu'en 2070, ce qui paraît très très loin. Mais c'est une façon de pouvoir faire un exercice qui intègre complètement les générations du baby-boom et de regarder les effets après baby-boom sur la population. Donc, il y aura deux présentations de 20 minutes. Donc, une première présentation qui sera faite par Amel El Gandouze, qui est une collègue de l'INSEE qui est localisée dans les Hauts-de-France et qui travaille dans un pôle national qui est spécialisé dans les études sur l'emploi et la population. Donc, ça portera sur la méthode et sur les résultats nationaux, les projections nationales. Et puis, il y aura une deuxième présentation par Marie Salin, qui est adjointe au chef du service des études et de la diffusion à l'INSEE Bretagne et qui, elle, nous parlera davantage des projections sur la région. Alors, il y a deux publications auxquelles vous pourrez vous référer. Le lien vous sera donné pendant la présentation, où vous retrouvez des résultats plus détaillés. Donc, une publication nationale qui s'intitule « D'ici 2070, un tiers des régions perdraient des habitants » et une publication régionale qui s'intitule « En 2070, une population bretonne plus nombreuse et plus âgée ». Voilà, je vous souhaite un bon séminaire et puis je vais passer la parole à Amel El Gandouze qui va nous parler de la méthode de l'outil ONFAL et des projections des différents scénarios pour la France. Vous présentez l'outil ONFAL plus particulièrement.
Donc il y a un outil de projection de population à la fin nationale. Donc ma présentation se fera en 5 points. Donc tout d'abord, je vais commencer, après vous avoir présenté succinctement l'outil, par quelques considérations méthodologiques. Puis parler de comment interpréter et comment utiliser une projection. Ensuite, je vous parlerai assez vite, j'espère, de la qualité des projections. Puis j'enchaînerai sur les principaux résultats de notre publication nationale territoriale. Et enfin, je finirai sur les dérivés d'ONFAL. Donc, ONFAL est un outil méthodologique de projection d'habitants, d'actifs, de logements et d'élèves. Donc, en soi, en vrai, à l'INSEE, on ne projette pas des logements, mais des ménages. Donc, il y a un outil, mais la projection de ménages permet d'alimenter les projections en logement. Donc, ces projections peuvent se faire au niveau infranational sur tout ensemble composé d'un ensemble de communes continues d'au moins 50 000 habitants. Donc, la mise à jour du modèle est d'environ tous les 5 ans, selon la même cadence que les projections qui sont réalisées au niveau national par la Direction générale de l'INSEE. Puisqu'on s'appuie sur les hypothèses qui sont réalisées par le niveau national pour réaliser notre modèle. Donc, ONFAL permet de réaliser des projections et non des prévisions, hein, j'y reviendrai assez souvent, je reviendrai un peu plus tard sur la nuance entre les deux. Donc, les projections ONFAL ont 2 principales utilisations. Donc, ventiler au niveau infranational les projections qui sont réalisées au niveau national. Et donc, se baser sur l'information locale pour prolonger les tendances nationales. Mais l'outil permet également, comme il est paramétrable, de construire les propres scénarios sur mesure et ainsi soit prendre des spécificités locales ou alors simuler l'impact de changements de comportement démographique en lien avec une politique publique, comme par exemple la volonté de construire des logements et donc simuler une attractivité résidentielle, l'immigration résidentielle par exemple. Donc, quelques considérations méthodologiques. Donc, l'outil ONFAL se base sur la méthode des composantes, comme au niveau national, à la différence près que l'on prend en compte les migrations résidentielles, hein, puisque nous, ici, on raisonne à l'infranational. Donc, pour cela, on va partir de la pyramide des âges en 2018. Hein. La pyramide des âges, c'est la représentation graphique, hein, de la répartition par sexe et âge de la population, selon 2 histogrammes. En bleu, la répartition par âge des hommes et en rouge, la répartition par âge des femmes, ce qui donne une espèce de pyramide. Et donc, pour faire vieillir cette pyramide, on va d'abord retrancher les décès, ajouter les migrations, faire vieillir la population d'1 an et compléter la base des pyramides des âges par la population des enfants d'âge 0 à partir des naissances. Et ainsi, on obtient la pyramide 2019. Et on procède ainsi jusqu'en 2070. Donc, pour réaliser les projections, on a besoin de 2 types d'informations. Donc, tout d'abord, toutes les informations qui nous permettent d'avoir une photographie locale, une photographie démographique locale, hein, l'état initial des comportements démographiques, donc la pyramide des âges initiales, que l'on obtient grâce au recensement de la population, le niveau de la fécondité des femmes du territoire en question, la mortalité. Donc, la fécondité et la mortalité, on peut les calculer grâce aux données de l'état civil.
l'immigration interne, hein, une donnée que l'on obtient grâce au recensement de la population, et l'immigration avec l'étranger. Donc, c'est la seule composante que l'on ne va pas observer via nos sources statistiques, puisque aucune source statistique ne permet d'évaluer ou d'observer les migrations avec l'étranger, et qu'on va estimer. Donc, j'y reviendrai plus tard, puisque c'est sur la partie qualité des projections, puisque c'est la principale difficulté que l'on a dans notre modèle, et c'est une difficulté qui est plus générale pour la démographie. Donc, une autre source qui est importante pour nous, c'est les hypothèses d'évolution. Donc, c'est une fois qu'on a tous ces éléments à l'état initial, comment on les fait évoluer au cours de durant la période de projection entre 2018 et 2070. Donc, pour cela, on va utiliser les hypothèses d'évolution qui sont établies au niveau national, et on va faire évoluer parallèlement aux hypothèses d'évolution nationales. Donc, on part bien d'un point local et que l'on va faire évoluer parallèlement à la tendance nationale. Donc, une projection, qu'est-ce qu'une projection ? Donc, une projection fournit une image de ce que pourrait être la population à venir, donc à partir de la connaissance du passé, et en prenant pour le futur des hypothèses d'évolution sur les composantes démographiques, donc que sont la fécondité, la mortalité et l'immigration. Alors, une projection, ce n'est pas une prévision. On ne va pas prévoir ce qui va se passer, mais on va simuler ce qui se passerait si les hypothèses étaient vérifiées. Donc, dans la réalité, les hypothèses ne se vérifient pas toujours, et en plus, on n'affecte aucune probabilité de réalisation aux différents scénarios. Donc, scénario, c'est une combinaison d'hypothèses que l'on va faire sur les différentes composantes démographiques. Alors, nous, ce qu'on va essayer de faire dans nos différents scénarios, c'est donc prolonger les tendances passées. Donc, les tendances passées, elles ne se prolongent jamais vraiment. Donc, il est en fait impossible d'appréhender, d'autant plus à long terme, les différents phénomènes tels que le pic de naissance de l'an 2000, hein, il n'était pas vraiment possible de l'appréhender. On ne peut pas non plus appréhender, par exemple, la création d'une usine ou sa suppression d'ailleurs, ce qui va avoir un fort impact sur les comportements migratoires. Donc voilà, donc nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est savoir comment évoluerait notre population si les tendances récentes passées étaient prolongées. Donc, il faut bien interpréter les résultats de cette manière. C'est sous-jacent à ces hypothèses. Voilà. Donc, bien avoir en tête qu'une projection n'est pas une prévision. Alors, on peut faire varier ces hypothèses de différentes manières. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le scénario central, hein, qui est la combinaison d'hypothèses centrales sur la fécondité, l'espérance de vie et les migrations, vont chercher à prolonger les tendances passées. Et ensuite, on va faire des variantes d'hypothèses hautes et basses par rapport à cette hypothèse centrale pour avoir les résultats de plusieurs scénarios. Donc, le scénario central, c'est la combinaison des hypothèses centrales sur les trois composantes. On a 11 autres scénarios qui sont paramétrés par défaut dans l'outil, comme par exemple l'hypothèse fécondité haute, qui sera la combinaison de l'hypothèse haute de la fécondité avec les hypothèses centrales sur l'espérance de vie et l'immigration avec l'étranger. Donc, on a eu une révision entre l'exercice précédent qui a été réalisé au niveau national en 2016
et le dernier exercice en 2021, une révision assez importante sur la fécondité. Donc, l'hypothèse centrale du précédent exercice était de 1,95 pour l'indice conjoncturel de fécondité. Donc, je rappelle, l'indice conjoncturel de fécondité, c'est la moyenne, c'est le nombre d'enfants moyens qu'aurait une femme tout au long de sa vie. Donc, l'hypothèse de la fécondité a quand même été revue assez à la baisse, à 1,8 enfants par femme, qui est finalement l'hypothèse qui se rapproche de l'hypothèse basse du précédent exercice. Donc, pourquoi cette révision importante? Tout simplement puisque on constate une baisse significative de la fécondité depuis 2014. Lors de l'exercice 2016, les données étaient basées sur toutes les données rétrospectives à 2014 et même à 2013. Et donc, on constatait un nombre d'enfants moyens qui était plutôt aux alentours de 2. Et en fait, depuis 2014, on a une baisse de la fécondité qui a été observée au niveau national et sur la plupart des territoires, et qui se rapproche ces dernières années de 1,8. On constate la même chose sur les gains d'espérance de vie. Il y a une importante révision des hypothèses sur l'espérance de vie, hein. L'hypothèse centrale de l'exercice précédent, on projetait l'espérance de vie à 93 ans pour les femmes et 90 ans pour les hommes. Les hypothèses centrales aujourd'hui sont plus proches des hypothèses basses de l'exercice précédent, soit 90 ans pour les femmes et 87,5 ans pour les hommes en 2070. Donc, de la même façon, ces hypothèses ont été revues à la baisse du fait qu'on ait observé sur ces dernières années une baisse des gains d'espérance de vie sur les tendances récentes. Donc, sur la période 2008-2013, les gains d'espérance de vie pour les hommes étaient de 1,2 ans. Et entre 2013 et 2018, on est passé à 0,8 ans. Et de la même façon pour les femmes, sur la période 2008-2013, on avait un gain d'espérance de vie de 0,7 et contre 0,4 sur les dernières tendances, sur les dernières années. Donc, ces révisions ne sont pas sans conséquence, hein, sur les projections à horizon 2070, puisqu'on a une révision de moins 8,35 millions de personnes à horizon 2070 au niveau national entre les deux exercices de projection. Et en plus, aussi sur des tendances qui sont assez différentes, puisque sur l'exercice précédent, on avait une croissance continue jusqu'à horizon 2070, tandis que là, on observe un ralentissement de la croissance de la population jusqu'à même un retournement de tendance à partir de 2044. Donc, c'est vrai que souvent on nous pose la question, donc si ça ne prévoit pas, donc à quoi servent les projections? En fait, elles servent à savoir comment évoluerait mon territoire si les tendances actuelles se poursuivaient. Donc, ce qui est en soi une information intéressante. Elles nous permettent aussi de voir comment évoluerait si on avait un accroissement de la fécondité ou de la mortalité, par exemple. Si l'on prend les scénarios fécondité haute ou mortalité haute. Et ainsi que la différence entre les deux scénarios nous permet aussi d'avoir quel est l'impact de la différence entre ces deux hypothèses sur la population. L'outil étant paramétrable, hein, elle nous permet aussi de savoir quelles pourraient être les modifications démographiques qui permettraient d'atteindre mes objectifs.
supposons qu'on ait un objectif d'accroître la population à une valeur cible, ça nous permet de voir quelles seraient les modifications démographiques qui nous permettraient d'atteindre cette cible. Donc les projections localisées donc ont 2 objectifs, hein, éclairer les comportements démographiques déjà à l'œuvre et simuler l'impact de changements démographiques en lien avec une politique publique. Alors la qualité, maintenant je vais passer à la qualité des projections. Donc alors il est quand même important avant d'utiliser une projection, d'analyser sa qualité. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, les problèmes de robustesse sont essentiellement liés à la mesure du sol migratoire avec l'étranger, puisque aucune source statistique ne permet d'observer directement ce solde, et en particulier les départs vers l'étranger. Il est donc estimé par résidu, donc en retranchant l'évolution de la population, à l'évolution de la population, le solde naturel, sauf qu'un résidu contient du bruit, ce qui le rend plus difficile à projeter. Une manière d'appréhender la qualité d'une projection est de s'assurer que les tendances projetées sur les premières années sont cohérentes avec les dernières tendances observées. Donc, sur les départements de la Loire-Atlantique, on voit qu'on ne constate pas de rupture entre les dernières années observées et les premières années projetées. Donc, on peut dire que ce qui nous laisse présager que la projection sur la Loire-Atlantique est bien robuste. Par contre, sur les départements de la Seine-Saint-Denis, on constate une rupture de tendance sur les évolutions projetées par rapport aux évolutions passées. Et donc là, donc la qualité de la projection, on a une projection ici non robuste. Donc l'avantage de l'outil, qui est lié à la sous-estimation du sol migratoire avec l'étranger. Donc l'avantage de l'outil, c'est qu'il est complètement paramétrable, et donc si on constate un problème de qualité sur un scénario standard, il nous est tout à fait possible de le corriger. Donc, bon, après, les problèmes sont très localisés et peu nombreux, et sont localisés sur les territoires d'Île-de-France et dans une moindre mesure sur PACA, à PACA, puisque c'est là où les flux avec l'étranger sont les plus concentrés. Donc les territoires de Bretagne sont de ce fait moins exposés à des problèmes de qualité. Donc maintenant, je vais passer aux principaux résultats de notre publication. Donc, le premier résultat, comme au niveau national, hein, c'est un ralentissement démographique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, sur France entière, on constaterait, selon le scénario central, un ralentissement avec un pic démographique en 2044, puis un retournement de situation léger, mais réel, d'après le scénario central. Donc, cette perspective d'un pic démographique est partagée pour toutes les régions métropolitaines, sachant qu'un tiers de ces régions ont déjà atteint leur pic en 2015, et les 2 tiers restants l'atteindraient, selon le scénario central, en 2044. Et la fécondité, la baisse de la fécondité en particulier, détermine en grande partie le ralentissement démographique. Donc le pic de population au niveau national en 2044 masque de très fortes disparités au niveau départemental. En effet, donc le pic démographique est déjà dépassé dans 38 départements, dont 14 il y a plus de 10 ans et 24 dans les années 2010. Ça concerne c'est les départements ici qui sont illustrés en rose pâle.
Donc, ça concerne particulièrement les départements le long de la diagonale des faibles densités, les départements de Grand Est, des Hauts-de-France et de la Normandie. Les retournements démographiques sont plus tardifs, à compter de 2040, dans les départements de la façade atlantique, du Sud-Est et de l'Occitanie, ainsi que les départements d'Île-de-France, à l'exception de Paris. Et on a une population en croissance continue jusqu'en 2070, dans seulement 10 départements qui sont ici illustrés en bordeaux, très foncé. Donc l'Ariège, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, le Tarn, la Tarn-et-Garonne, Guyane et Mayotte. Et on constate une situation plus favorable donc, dans les départements avec une capitale régionale. Et les migrations ici expliquent en grande partie ces disparités. Un autre résultat donc, partagé aussi au niveau France entière, c'est un vieillissement de la population rapide sur tous les territoires. Donc 28% des 65 ans ou plus en 2070 contre 20% en 2018 sur la France entière selon le scénario central. Donc ce vieillissement concerne tous les territoires, puisqu'en 2018, la part des 65 ans et plus est inférieure systématiquement à 30% pour tous les territoires, et même que les 3/4 d'entre eux étaient inférieurs à 25%. Tandis qu'en 2070, les territoires la part des 65 ans et plus serait supérieure à 30% dans 62 départements, et dont 5 départements avec une part supérieure même à 40%. Alors, les perspectives démographiques seraient donc plus favorables dans les départements chefs-lieux, à l'exception de Paris. Donc, l'attractivité est donc plus importante dans ces départements, plus 9% en moyenne sur la période 2018-2070 contre moins 3% dans les autres départements de province. Le vieillissement de la population il serait également moins prononcé. Donc, la part des 67 ans serait de 27% en 2070 contre 33% dans les autres départements de province. Les dérivés, maintenant je vais passer aux dérivés d'Omphale. Donc, à partir des projections de population, on peut construire un certain nombre d'autres projections. Donc, que sont les projections de population active, des projections de ménage, des projections d'élèves, ainsi que les projections de personnes âgées dépendantes. Donc, toutes ces projections fonctionnent un peu sur le même principe, c'est-à-dire qu'on va partir d'une projection de population auquel on va lui ajouter des hypothèses additionnelles pour obtenir une projection dérivée. Donc, par exemple, pour obtenir la projection de population active, on va partir d'une projection de population auquel on va leur appliquer des taux d'activité, auquel aussi on va réaliser des hypothèses sur les évolutions de ces taux d'activité, donc toujours par sexéage, on raisonne toujours par sexéage. Et à partir de ces taux d'activité, de ces hypothèses sur les taux d'activité, on va pouvoir obtenir ainsi une projection dérivée. Donc, il est possible de solliciter tous ces différents outils en se rapprochant de la direction régionale de l'INSEE. Alors, ce qu'il faut retenir, donc c'est ce qui est hyper important, c'est qu'une projection n'est pas une prévision. Une projection, c'est comment évoluerait la population selon
des hypothèses qui ont été établies, qui ont été définies à l'avance et sur lesquelles on n'applique pas de probabilité de réalisation. Donc, une projection nous fournit une image de ce que pourrait être la population à venir selon des hypothèses formulées. Donc, deux principaux objectifs de ces projections sont d'éclairer les comportements démographiques déjà à l'œuvre, simuler l'impact de changements de comportement démographique. Et enfin, à partir des projections de population, on peut construire un certain nombre d'autres projections, comme des projections de population active, de ménages, d'élèves et de personnes âgées dépendantes. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour à tous, donc, je suis Marie Sala et je travaille à l'INSEE Bretagne. Et donc, moi, je vais vous présenter les résultats à l'échelle de la région. Donc, ma présentation va s'articuler en 2 points. D'abord, les nouvelles projections régionales et donc les résultats, et ensuite les résultats à l'échelle départementale. Donc, comme Amel l'a mentionné à l'instant, donc en novembre dernier, l'INSEE a publié à l'échelle nationale les nouvelles projections de population. Et à cette occasion, toutes les directions régionales de l'INSEE ont également publié les résultats à l'échelle de leur région. Et donc, nous avons en Bretagne réalisé une publication qui présente ces résultats. Donc, à l'échelle de la région, que nous donnent ces nouvelles projections de population? Donc, si je ne précise rien quand je parle de projection, c'est que je parle du scénario central, donc celui qui prolonge les tendances qu'on a observées par le passé. Donc, comme Amel l'a expliqué, pour obtenir des projections à l'échelle régionale et départementale, on regarde où en sont les principales composantes démographiques, donc notamment la fécondité et l'espérance de vie en 2018, donc qui est notre point de départ. Et ensuite, on applique la tendance nationale aux évolutions. Donc, en Bretagne, en 2018, on avait un indice conjoncturel de fécondité qui était légèrement inférieur à la moyenne nationale. C'est également le cas pour les espérances de vie des femmes et des hommes, donc qui sont un peu inférieures à la moyenne nationale. Et donc, on va faire évoluer ces valeurs parallèlement aux hypothèses nationales. Et donc, on obtiendrait notamment un indice conjoncturel de fécondité de 1,73 enfants par femme, donc qui serait maintenu constant dans les projections à partir de 2022 jusqu'en 2070. Donc concrètement, les projections à l'échelle de la Bretagne, donc le scénario central nous indique que la population bretonne augmenterait quand même sur la période entre 2018 et 2070. Donc on aurait en 2070 3,6 millions d'habitants contre un peu plus de 3,3 millions en 2018. Dans le détail, la population augmenterait assez nettement avant de ralentir un peu. Donc elle augmenterait jusqu'au milieu des années 2050. Avant de se stabiliser, voire même de baisser légèrement jusqu'en 2070. Donc, il y a des scénarios alternatifs au scénario central. Donc, on peut voir ce que donneraient les projections de population si la fécondité rebondissait, par exemple. Donc, c'est le scénario fécondité haute. Et on peut également voir les scénarios si les migrations étaient hautes ou l'espérance de vie était haute. Et la combinaison de ces 3 hypothèses donc favorables à la croissance de la population nous donne un scénario population haute, selon lequel la population serait supérieure à 4,1 millions d'habitants en 2070. On a le pendant, donc les scénarios avec des hypothèses plus conservatrices. Et donc, si on combine ces 3 hypothèses conservatrices sur l'espérance de vie, l'immigration et la fécondité, on a un scénario population basse selon lequel la population baisserait assez nettement pour être à peine supérieure à 3,1 millions d'habitants en 2070. Donc, si on regarde un peu plus dans le détail l'évolution de la population au cours du temps,
Donc, par le passé, si on regarde la période 95-2018, on avait une population en Bretagne qui augmentait de 0,7% par an en moyenne. Et donc, on voit quand même un net ralentissement de l'évolution de la population en Bretagne, puisque sur la période 2018-2050, on passerait à 0,27 et entre 2050 et 2070, on aurait une population stable qui diminuerait très légèrement. Donc, un net ralentissement quand même de l'évolution de la population en Bretagne. Si on se compare aux autres régions, donc là, vous avez sur cette colonne l'évolution de la population sur l'ensemble de la période de projection, donc entre 2018 et 2070. On voit que la Bretagne a une population dynamique, puisqu'elle se place au 4e rang des régions de France métropolitaine en ce qui concerne la croissance de sa population. Donc derrière l'Occitanie, les Pays de la Loire et la Corse, et juste devant Auvergne-Rhône-Alpes. À l'inverse, on voit qu'il y a des régions, donc dans un grand quart nord-est de la France ainsi que la Normandie, qui, elles, perdraient des habitants sur la période de projection. Alors, donc on a vu l'évolution de la population, donc près de 300 000 habitants supplémentaires en Bretagne entre 2018 et 2070 selon le scénario central. On peut s'interroger sur d'où viennent ces gains de population. Alors, donc là, ce que vous avez sur ce graphique, en rouge, c'est le taux de variation annuel moyen de la population. Donc, s'il est au-dessus de 0, eh bien, c'est que la population augmente. S'il est en dessous de 0, la population diminue. Et en fait, cette évolution de la population, on peut la décomposer. Donc, il y a 2 composantes à l'évolution de la population. Donc, ce qu'on appelle le solde naturel, donc c'est les barres bleues ici. Donc, le solde naturel, ça va être la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès sur le territoire. Donc, si vous avez plus de naissances que de décès, eh bien, votre population va augmenter grâce au solde naturel. Si vous avez plus de décès que de naissances, alors le solde naturel va peser sur la croissance démographique. Donc, par le passé, on voit que le solde naturel était positif dans la région. Ce n'est plus le cas depuis 2015, c'est-à-dire que depuis 2015, en Bretagne, on observe plus de décès que de naissances. Et donc, on a un solde naturel qui, déjà aujourd'hui, pèse sur la croissance démographique et ne vient pas la soutenir. L'autre composante de l'évolution de la population, c'est le solde migratoire. C'est donc les arrivées dans la région auxquelles on va venir soustraire les départs. Donc, si vous avez plus d'arrivées que de départs, eh bien, vous avez un solde migratoire qui va jouer à la hausse sur l'évolution de votre population. Donc, ce sont les barres jaunes ici. On voit qu'en Bretagne, on est une région attractive puisqu'il y en a plus d'arrivées que de départs de la région. On voit même que depuis les années 2000, le solde migratoire joue très positivement à la hausse sur l'évolution de la population. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui se passerait selon le scénario central entre 2018 et 2070 ? Eh bien, le solde naturel continuerait de diminuer et il pèserait de plus en plus sur la croissance, sur l'évolution de la population. Alors, donc il y a 2 explications à ça. La première, c'est l'augmentation du nombre de décès qui est déjà à l'œuvre dans la région, puisqu'on a des générations âgées qui sont de plus en plus nombreuses, avec notamment l'arrivée des générations du baby-boom qui sont nombreuses aux âges de forte mortalité. Et en plus, on a vu qu'on avait des hypothèses de fécondité qui étaient quand même assez faibles, à 1,73 enfants par femme, ce qui fait que clairement le nombre de naissances ne peut pas compenser le nombre de décès. En revanche, le solde migratoire, lui, continuerait d'être positif en Bretagne et de jouer très positivement sur l'évolution de la population. Et donc, vu que le solde naturel, lui, pèse sur la croissance, c'est uniquement grâce au solde migratoire que la population bretonne augmenterait à l'horizon de la prévision. Et donc, il resterait très positif tout au long de la période de prévision. C'est juste qu'à la fin, donc à partir des années 2050, le solde migratoire ne permettrait plus de compenser le solde naturel qui, lui, deviendrait très négatif. Donc, cette situation-là, donc une population qui augmente uniquement du fait du solde migratoire très positif, alors que le solde naturel vient peser sur la croissance, c'est quelque chose qu'on va retrouver
sur toutes les régions de la façade atlantique et puis du sud de la France, donc qui ont un solde naturel négatif, mais un solde migratoire très positif. Donc ici, ce sont les barres violettes pour le solde naturel et les barres vertes pour le solde migratoire. Dans les régions qui perdraient des habitants à l'horizon de la prévision, donc sur ce grand quart nord-est, le solde naturel est également négatif, hein, puisque les générations nombreuses du baby-boom qui décèdent, on le retrouve partout en France, mais le solde migratoire serait très faible et donc ne permettrait pas de compenser ce déficit de naissance. On a la situation de l'Île-de-France qui est un peu particulière puisque c'est une région où le solde naturel est très positif et à l'inverse, le solde migratoire qui est négatif. Donc, on a vu l'évolution de la population selon le scénario central. On a vu le moteur de la croissance démographique. Mais on peut également s'intéresser avec les projections de population à la structure de la population et notamment sa structure par âge. Donc, ce que vous avez représenté ici, c'est la pyramide des âges de la Bretagne. Donc, les traits pleins, c'est la pyramide des âges observés en 2018. Et les lignes que vous voyez, c'est la pyramide des âges projetés en 2070. Donc, on a une nette déformation de la pyramide des âges entre 2018 et 2070. Si on regarde déjà les générations les plus jeunes, donc les moins de 20 ans, on aurait une perte assez nette de population sur cette tranche d'âge, puisqu'on aurait près de 125 000 jeunes de moins de 20 ans en moins entre 2018 et 2070. Pour les populations, on va dire, d'âge actif, donc pour les 20-64 ans, la perte est moins nette, mais on aura quand même une perte de population de près de 70 000 personnes sur cette tranche d'âge-là. En revanche, on peut voir que pour les personnes d'au moins 65 ans, on aurait de très nets gains de population sur la période de projection. Et c'est notamment vrai pour les générations âgées d'au moins 70 ou 75 ans, où là, on aurait vraiment une nette hausse de la population. Et donc, c'est plus 476 000 de personnes de 65 ans ou plus, selon le scénario central, d'ici 2070. Donc, la population augmenterait en Bretagne entre 2018 et 2070, mais en fait, la population des moins de 65 ans, elle, baisserait. Et donc, les gains seraient vraiment concentrés sur la population des 65 ans ou plus. Alors, un zoom rapide sur les plus jeunes, les moins de 20 ans. On voit que donc là, les couleurs bleues, c'est les pertes de population. Plus c'est bleu foncé, plus les départements perdent des moins de 20 ans selon le scénario central sur la période de projection. Donc, on voit que cette perte des populations les plus jeunes, cette baisse des générations les plus jeunes, elle est valable partout en France quasiment, donc également en Bretagne. Donc pour les moins de 10 ans et pour les 10 à 19 ans. Et donc, ce qui interpelle aussi sur un certain nombre de politiques publiques ou d'équipements, tout simplement sur, par exemple, les écoles ou les collèges et les lycées. Donc, en Bretagne, les moins de 20 ans passeraient de 788 000 en 2018 à 664 000 en 2070, selon le scénario central. Voilà pour les résultats à l'échelle de la région. Maintenant, je vais vous présenter quelques résultats à l'échelle des 4 départements bretons. Donc déjà, le résultat fort, c'est que la hausse de la population qu'on observe à l'échelle de la région, elle n'est pas homogène dans chacun des départements bretons. Donc, il faut se rappeler que lorsqu'on projette la population, on projette les tendances récentes. Et c'est ça qu'on va retrouver concrètement dans les projections de population. Donc, sur ce graphique, vous avez la population qui est représentée en base 100 en 2018. Donc, en pointillé bleu, c'est le scénario central pour la Bretagne. En pointillé gris, c'est l'évolution de la population en France métropolitaine. Et donc, ce qu'on observe, c'est que c'est très nettement l'Ille-et-Vilaine qui concentrerait la hausse de la population régionale, puisqu'on aurait une population qui augmenterait de plus de 20% sur la période de projection et qui augmenterait continuellement sur la période. Le Morbihan, donc, qui est représenté ici en vert, aurait une évolution assez similaire à l'évolution de la population dans la région, puisque la population augmenterait assez nettement jusqu'en 2050 avant de se stabiliser, voire de diminuer légèrement.
Le Finistère et les Côtes-d'Armor, eux, verraient leur population augmenter beaucoup plus légèrement. Donc, c'est le cas pour le Finistère. Pour les Côtes-d'Armor, elle augmenterait très peu, avant de diminuer un petit peu jusqu'en 2070. Donc, le Finistère retrouverait globalement sa population de 2018 en 2070 et les Côtes-d'Armor perdraient très légèrement de la population par rapport à 2018. Donc, cette carte vous a déjà été présentée par Amel, mais c'était pour souligner quand même le côté assez exceptionnel finalement de la situation de l'Ille-et-Vilaine, qui serait un des 8 départements de France métropolitaine à voir sa population augmenter de manière continue jusqu'en 2070, c'est-à-dire à ne pas voir sa population diminuer au bout d'un moment. Et donc, l'Ille-et-Vilaine serait le 5e département métropolitain le plus dynamique d'ici 2070. Alors, on a vu qu'à l'échelle nationale, les nouvelles projections différaient assez drastiquement des précédentes, puisque donc en France, en 2070, on aurait 8 millions d'habitants en moins par rapport à ce qu'on projetait il y a 5 ans. Et donc ça, assez mécaniquement, on va le retrouver à l'échelle de nos départements bretons. Alors, il faut savoir que pour les projections départementales, il y a 5 ans, on s'arrêtait en 2050, et donc maintenant, on va jusqu'en 2070. Et donc, si je commence par l'Ille-et-Vilaine, on voit que la croissance de la population est moins importante que ce qu'on projetait il y a 5 ans. Donc, les traits continus, c'est nos projections actuelles, et les traits en pointillés, c'est les projections d'il y a 5 ans. Mais on reste sur une tendance qui est assez semblable. On peut dire la même chose pour le Morbihan. Donc, la population augmenterait toujours dans le Morbihan, mais juste de manière moins marquée. En revanche, l'histoire change un peu pour les Côtes-d'Armor et le Finistère, puisqu'il y a 5 ans, on projetait une hausse quasi linéaire, continue et à un rythme qui ne décélère pas entre 2013 et 2050. Aujourd'hui, on a une population qui se stabilise, qui augmente très légèrement, puis qui décline pour les Côtes-d'Armor et pour le Finistère. Et donc, des populations, un volume de population qui diffère assez nettement de nos précédentes projections. De la même manière qu'on a décomposé à l'échelle de la Bretagne l'évolution de la population entre solde naturel d'une part et solde migratoire d'autre part, on peut faire le même exercice à l'échelle des départements bretons. Donc, les points rouges, c'est le taux de croissance annuel moyen de la population des départements entre 2018 et 2070. Les barres bleues, c'est la contribution du solde naturel, et les barres jaunes, c'est la contribution du solde migratoire. Donc, le seul département qui aurait une contribution du solde naturel positive, c'est l'Ille-et-Vilaine. Donc, c'est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Ille-et-Vilaine est le seul département où les naissances surpassent les décès. Et donc, sur la période de projection, ça serait toujours le cas. Le solde migratoire, lui, serait positif dans chacun des départements bretons. Et il serait notamment très important dans le Morbihan et dans une moindre mesure dans les Côtes-d'Armor. Et donc, c'est vraiment ça qui viendrait limiter les effets du solde naturel très dégradé sur l'évolution de la population. Et donc, un point sur le vieillissement de la population dans les départements. Donc, la Bretagne est déjà un peu plus âgée à l'heure actuelle que la moyenne nationale, et donc ça serait toujours le cas à l'issue de la période de projection, puisqu'en 2070, on aurait un tiers des Bretons et des Bretonnes qui auraient au moins 65 ans. On est à 29% à l'échelle de la France. Et donc, c'est un taux qui varie beaucoup selon les départements, puisqu'on aurait l'Ille-et-Vilaine qui serait un peu plus jeune, puisqu'il y aurait 28% de la population qui aurait 65 ans ou plus. Le Finistère, donc, il y aurait 34% de sa population âgée d'au moins 65 ans. Et ce taux serait de 38% dans les Côtes-d'Armor et de 39% dans le Morbihan. Donc, pour résumer, selon le scénario central, la population de la Bretagne augmenterait d'ici 2070 avec près de 280 000 habitants supplémentaires. Et ça serait lié exclusivement aux arrivées nombreuses dans la région, puisque le nombre de décès surpasserait le nombre de naissances sur toute la période de projection. La structure de la population changerait.
puisqu'en fait, le nombre de personnes de moins de 65 ans diminuerait sur la période de projection, alors que le nombre de personnes âgées augmenterait très nettement, avec plus de 476 000 personnes. Et à l'échelle infrarégionale, la croissance démographique de la région serait principalement portée par l'Ille-et-Vilaine et dans une moindre mesure par le Morbihan. Je vous remercie de votre attention. Pour conclure, je vous signale que de la même manière qu'il y a quelques années, on avait fait un travail de scénario à façon sur les projections de population régionales. On est en train de reproduire cet exercice avec les agences d'urbanisme de la région pour proposer des scénarios qui diffèrent des scénarios standards qu'on vous a présentés là, qui peuvent prendre en compte d'autres phénomènes. Et donc, ces travaux-là seront diffusés à la fin de l'année 2023. Merci pour les présentations, hein. Merci à Amel et merci à Marie. Bon, c'est des sujets passionnants, hein. En plus, bon, c'est lié avec l'actualité, hein. On voit bien pour les questions des retraites, questions sur la tension sur le marché du travail, sur les questions d'immigration. Donc, c'est vraiment voilà, des sujets très passionnants. Bon, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Je reviens, enfin, ce qu'on observe bien quand même, et puis c'est pas nouveau, c'est quand même toutes ces générations du baby boom, hein, les 25 années, on va dire 45 et 70, des générations plus nombreuses, et qui au fil du temps voilà, viennent remplir les générations, enfin les générations vieillissent et donc viennent un petit peu déformer la structure de la population, et c'est ce qu'on observe avec l'augmentation de la population, puis ensuite sa décroissance, et puis d'un autre côté le vieillissement. Sachant que on voit bien finalement la question du vieillissement, c'est une question importante pour les régions françaises, mais en particulier certainement les régions du littoral. D'ailleurs, on refera une étude à la Direction régionale de Bretagne pour bien regarder un petit peu qui sont ces personnes qui rentrent en Bretagne entre la part des retraités et des actifs. Comme on l'a vu sur la pyramide des âges, on voit bien toutes les populations de plus de 65 ans qui vont nécessiter des services et puis des équipements. Dernier point, c'est, vous l'avez vu, donc c'est très utile d'avoir cet outil prospectif. En même temps, il faut bien le comprendre pour bien l'utiliser, parce qu'on l'a dit, ce n'est pas des prévisions, mais bon, néanmoins, on a un scénario central, donc voilà, on pourrait quand même penser qu'on ne devrait pas s'écarter trop de la réalité. Et on voit qu'en fait, suivant les hypothèses, on peut s'écarter beaucoup. Alors, attention quand même, hein, là, on a fait un exercice assez pédagogique et puis assez transparent pour montrer les écarts par rapport au dernier scénario central des projections. Ceci étant dit, vous avez vu les graphiques, on n'est pas par rapport à zéro, on zoome quand même sur la partie d'évolution, donc ça écraserait beaucoup plus de prendre des graphiques en partant de zéro, mais bon, effectivement, ça serait masquer peut-être un petit peu les évolutions, mais voilà, c'est quand même, on zoome un petit peu sur ces évolutions. Et puis ensuite, les scénarios, pour certains, bon, sont quand même assez extrêmes. Mais néanmoins, on l'a dit, hein, ce qu'on observe aujourd'hui, le scénario central est à peu près le scénario bas de la fois dernière. Donc, pourquoi ça peut arriver de se retrouver un petit peu sur les bords des hypothèses. Et puis, pour terminer, on voit bien dans les trois grands domaines de paramétrage, hein, il y a les naissances, tout ce qui concerne les taux de mortalité, et puis ce qu'on appelle les migrations. Bon, sur les taux, sur la partie mortalité, il n'y a pas beaucoup de fluctuations, un tout petit peu. On peut effectivement avoir des taux qui varient un petit peu, mais on ne s'attend pas à des grands bouleversements. Par contre, c'est plus compliqué sur la natalité. On l'a vu, hein, la fécondité peut varier relativement rapidement d'année en année. Donc ça, c'est difficile à maîtriser. Il faut bien faire des hypothèses. Et puis sur les migrations, double difficulté. Alors d'abord conceptuelle, parce que tout dépend du territoire, la migration dépend du territoire. Si on est au niveau national, c'est les étrangers, des mouvements entre l'étranger et la France. Si on est au niveau de région, c'est des mouvements entre régions, par exemple. Donc ça, il faut bien maîtriser le concept de ce qu'on appelle migration en démographie, il faut faire attention. Et puis, donc, on a vu, on n'a pas forcément une source pour les mesurer précisément, on les déduit de la différence entre l'évolution de la population observée au recensement et le solde naturel que lui, on sait mesurer par l'état civil, hein, donc ce qui est déclaré en mairie. Donc voilà, donc ça fait quelque chose de très riche, certainement une forme de complexité quand même un petit peu au niveau de la démographie. Donc voilà, je pense que c'était intéressant de pouvoir faire cette présentation, et certainement qu'on pourra avoir d'autres sujets autour de ces questions.
on l'a dit, l'outil ONFAL permet aussi de faire d'autres types de projections sur les populations actives ou les personnes dépendantes. Donc, je vous remercie pour votre participation et puis je vous donne rendez-vous pour les prochains séminaires des rendez-vous de l'INSEE. Bonne journée, au revoir.